Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce mercredi 10 juin. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Sans plus tarder, voici les titres. Invest Monaco, c'est le nouveau nom de la cellule attractivité, une nouvelle identité plus lisible à l'international. Les missions d'Invest Monaco dans quelques instants. Le chiffre d'affaires de la SBM en hausse de 93,5 millions d'euros, soit une augmentation de 12%. Le conseil d'administration a présenté les comptes annuels de l'exercice 2025-2026. Stéphane Valéry sera avec nous pour développer tout cela. La présentation de la saison estivale du Fort Antoine entre théâtre, musique et jeunes talents. Clap de fin pour la 12e édition du concours Océano pour tous. Le mouvement politique Génération Monaco a organisé une conférence au Novotel sur le thème de la sécurité. Le champion olympique Antoine Zegdar vient de remporter l'étape internationale du HSBC Seven de Bordeaux face à la Nouvelle-Zélande. Il sera notre invité. Et enfin, retour sur les Jeux athlétiques scolaires où des élèves de CM2 de la Principauté se sont affrontés dans différentes disciplines au stade Louis II. La cellule attractivité change de nom et devient Invest Monaco, une nouvelle identité plus lisible à l'international qui vient donner une nouvelle impulsion à cette instance. Les détails avec Ludmila Rakona-Logov, déléguée en charge de l'attractivité, au micro d'Alban Gingembre. Notre mission, c'est de révéler les opportunités de la Principauté et d'accompagner dans le même temps les ambitions de ceux qui choisissent d'y construire quelque chose, qu'il s'agisse d'un projet de vie ou d'un projet plus professionnel. La Principauté, c'est un pays véritablement entreprenant et dynamique. C'est vraiment ce sur quoi il faut travailler, de présenter ce Monaco que nous connaissons, mais qui n'est pas forcément perçu quand on n'est pas sur place. C'est à nous, équipe d'Invest Monaco, d'aller désormais au devant de ceux qui pourraient venir s'installer en Principauté et d'être la connexion entre le privé et le public. C'est évidemment un vecteur économique important de la Principauté, l'ASBM. Eh bien, le conseil d'administration présidé par Stéphane Valéry a arrêté les comptes annuels de l'exercice 2025-2026, clos le 31 mars 2026. Et tous les feux sont au vert avec un chiffre d'affaires qui s'élève à plus de 861 millions d'euros, en hausse de 93,5 millions, soit une augmentation de 12%. Et si on regarde dans le détail, c'est plus 11% pour les recettes hôtelières qui s'élèvent à 443,1 millions d'euros. C'est aussi un chiffre d'affaires jeu de 259,6 millions, soit une progression de 20%. Et enfin, une hausse de 4% sur les activités locatives, soit 156,5 millions d'euros. J'arrête avec les chiffres. Pour nous développer tout cela, nous sommes avec le président délégué de la Société des Bains de Mer. Voici son entretien. Stéphane Valéry, bonsoir. Bonsoir Fabien. L'exercice 2025-2026 établit un nouveau record, c'est historique pour le groupe SBM. Comment vous l'expliquez ? Comment vous expliquez ces bons résultats ? Ces bons résultats, je pense qu'ils sont dus à l'application d'une feuille de route qui ne change pas depuis 3 ans et demi maintenant que je suis président délégué, qui vise à améliorer l'opérationnel, à recruter des directeurs opérationnels au meilleur niveau dans tous nos hôtels, dans tous nos restaurants, dans tous nos établissements, améliorer le parcours client. On a beaucoup amené de nouvelles enseignes, de nouveaux restaurants. On a modernisé un certain nombre de nos établissements, comme encore tout récemment la Rascasse. Oui. Comme le Monte Carlo Beach, et à moderniser nos hôtels, on le voit, donc ça nous tire vers le haut quand on rénove des suites et des chambres à l'hôtel Hermitage ou au Monte Carlo Bay, c'est la bonne stratégie. Je pense qu'il y a aussi, j'espère, le bien-être au travail. Je pense que peut-être un peu par des formations dans mes anciennes fonctions au gouvernement, aux affaires sociales ou au Conseil national, que j'ai présidé à 3 reprises, pour moi l'humain c'est très important. Oui, ça joue. Et rendre les gens bien heureux dans leur travail, il y a beaucoup de mesures sociales dont on peut parler, c'est évidemment aussi un bonus, je crois, qui fait que les gens sont plus performants encore au boulot. En tout cas, voilà, plein de clubs privés aussi qui nous ont beaucoup aidés. Vous savez, ces ultra high net worth individuals, comme disent les anglo-saxons, ces ultra riches, ils cherchent aussi des expériences uniques. Donc on leur a rénové les caves de l'hôtel de Paris, les plus belles caves privées du monde. On a créé un club cigare qui est parmi les clubs les plus prisés maintenant, les plus beaux en Europe. Et voilà, et donc tout ceci fait que les résultats effectivement sont là. Alors c'est une progression dans tous les domaines, à commencer par l'hôtellerie, c'est plus de 11%. Vous avez répondu en partie à ma prochaine question, mais qu'est-ce qui fait la différence par rapport à l'année précédente ? Oui, alors peut-être quand même, au moins globalement, je voudrais rappeler ces résultats qui sont tout à fait exceptionnels.
puisque donc dans tous les domaines, ils progressent et ils sont les meilleurs qu'on ait jamais enregistrés. Alors d'abord, le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires du groupe, il est en progression de 12%. Et peut-être encore mieux... C'est 93 millions de plus, je l'ai dit précédemment. Oui, nous sommes maintenant à 861 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice. Alors l'exercice, c'est pas l'année. Hein, chez nous, c'est du 1er avril donc 2025 au 31 mars 2026 dont on parle maintenant. Mais ce qui est très encourageant, qui fait toujours plaisir à des dirigeants d'entreprise, c'est que le revenu opérationnel, on dirait un petit peu le bénéfice de l'activité, progresse plus vite que le chiffre d'affaires en pourcentage, puisque nous sommes à plus 16%, contre plus 12% pour le chiffre d'affaires. Et donc c'est quand même ça le signe d'une gestion qui est plutôt saine. Voilà. Et puis ce qui est très encourageant aussi, au-delà de ces résultats globaux, c'est que tous nos secteurs, tous nos métiers progressent. Donc l'immobilier progresse, mais moins que les autres secteurs, alors qu'on nous dit souvent que c'est l'immobilier le secteur le plus profitable, et c'est vrai. Pour autant, maintenant, il progresse seulement de 4% parce que tout est loué, nos résidences, nos commerces de luxe, nos bureaux, et qu'on pourra aller encore plus loin seulement si on a de nouveaux projets. Donc on y travaille sur des permis de construire futurs avec le gouvernement princier. L'hôtellerie progresse de 11% en moyenne, 8% l'hébergement, 12% la restauration. Et alors la très très bonne nouvelle de cette année, ce sont les jeux. Puisque 20%. Les jeux, 20% de moyenne, mais 30% de progression pour les jeux de table et 9% pour les appareils automatiques, donc une moyenne de 20% de progression. Alors le petit-fils, arrière-petit-fils de croupier que je suis, vous dit qu'il est particulièrement heureux de démontrer ainsi par l'exemple qu'il y a un avenir pour les casinos à Monte-Carlo, il y a un avenir pour les jeux. Si on continue comme ça, donc je pense que on est vraiment sur la bonne voie. Donc je crois vraiment la tendance, elle est là. Il y a un avenir pour les jeux, on rajeunit la clientèle et c'est important pour l'emploi à Monaco. Alors vous parlez du bien-être des salariés. Est-ce que les salariés vont ressentir ces performances? Autrement dit, est-ce que, je ne sais pas, il y a des intéressements, des primes quand ça marche bien? Oui, absolument. Je disais tout à l'heure, le bien-être au travail, la fierté d'appartenance à la SBM, c'est un bonus pour nous. C'est un meilleur service garanti aux clients aussi. Plus grande motivation des collaboratrices et des collaborateurs. Alors, il y a beaucoup d'avantages à la SBM. D'abord, on a des moyennes de salaire qui sont supérieures à celles de nos concurrents, que ce soit pour les jeux ou pour l'hôtellerie. On est très au-dessus des moyennes des conventions hôtelières nationales. On a le 13e mois, au bout de 2 ans d'ancienneté. On a une indexation tous les 3 mois des salaires sur l'inflation, très important. On vient d'augmenter la prime transport de 25%, 50 € par mois net pour chaque salarié. Un intéressement sur les résultats, ça sera environ 2 000 € par salarié cette année. Et j'ai souhaité créer une prime sociale quand je suis arrivé à la présidence du groupe. Donc les salaires les moins élevés chez nous ont droit à 600 € aussi de primes supplémentaires. Donc tout ça fait un très beau modèle social pour l'entreprise. Plusieurs phases de travaux et de rénovation sont en cours. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur ces travaux-là? Oui, on a lancé la rénovation de nos hôtels Hermitage et Monte-Carlo B. On le fait par phase. Il y aura 5 phases successives car on ne veut pas perturber l'activité annuelle. Donc on ne peut pas faire de travaux en haute saison. On travaille l'automne et l'hiver seulement, sur une partie seulement des chambres. On a terminé les phases 1 et 2. Et donc on attaque en octobre prochain les phases 3. Et je vous le disais tout à l'heure, on voit des résultats très très intéressants puisqu'on reloue 15, 20, 25% plus cher nos suites et nos chambres rénovées. On restructure aussi, c'est-à-dire que nos clients demandent toujours plus d'espace et on a tendance à créer plus de suites que de chambres et désormais à agrandir les chambres. Et la SBM s'exporte aussi, puisqu'il y a Courchevel. Il va y avoir un hôtel à SBM. Où en est-on? C'est un chantier très important. Très complexe, avec une centaine de copropriétaires autour de nous, 8000 m² de rénovation du palace qu'on a acheté, qui était ancien, 4000 m² d'extension de ce palace, donc pour faire, je le souhaite, donc à Noël 2027, l'ouverture d'un des plus beaux palaces des Alpes, qui sera donc le premier One Monte-Carlo à l'international. Alors quels sont les projets ou les grands chantiers pour l'avenir à moyen et court terme? Vous avez évoqué Courchevel. Oui, alors il y a le Courchevel bien sûr à l'international, mais à Monaco nous avons 2 grands projets immobiliers que nous sommes en train de finaliser avec le gouvernement princier. Nous en sommes au stade de la préparation des futurs permis de construire. Il y aura tout d'abord la surélévation de l'hôtel Monte-Carlo B, et puis le très gros projet à Monaco qui nous mobilise beaucoup d'énergie depuis maintenant déjà 2 ans, c'est la préparation de ce qu'on appelle l'opération des thermes terrasses,
qui verra donc la destruction de l'actuel bâtiment des Thermes sur les terrasses du casino, mais aussi de l'immeuble où se trouve actuellement notamment la banque Rothschild. Tout ceci sera reconstruit dans un seul bâtiment de grand luxe. 4 ans et demi de travaux, démarrage prévu aussi pour l'automne 2027, avec à la clé un jour des résultats bien sûr très favorables pour le bilan de la SBM quand on pourra exploiter ce bâtiment. Alors je le rappelle, la SBM a fait un chiffre d'affaires qui s'élève à plus de 861 millions d'euros, soit une augmentation de 12%. Stéphane Valéry, merci. Merci Fabien. La saison estivale du Fort Antoine a été officiellement dévoilée hier au soir. Théâtre, musique et jeunes talents seront au rendez-vous dans ce lieu emblématique surplombant la mer. Christine Petit-Homel et Alexandra Paolini y étaient. Regardez le reportage. Une programmation éclectique et fidèle à l'esprit du Fort Antoine, entre création théâtrale et rendez-vous musicaux en plein air. Côté scène, 3 pièces de théâtre seront proposées cet été avec une volonté affirmée de diversité et d'ouverture au public. Les 3 grands rendez-vous de théâtre sont Dissonance Jeanne d'Arc, que je vous laisse découvrir puisque c'est une pièce, on dira, radiophonique. Nous retournerons vers la nostalgie de notre enfance avec les textes de Marcel Pagnol, mis en musique, une lecture agréable et poétique sous les étoiles. Et la 3e pièce, nous accueillerons Vincent de Dienne et Camille Chamou pour une lecture de leurs conditions d'artistes en coulisses. Et pour vous dire, le titre, c'est 8 soirs par semaine. Donc, pour vous dire un petit peu tout ce débordement, cette vie d'artiste, un peu fatigante, un peu pleine d'émotions. Et ils partageront avec nous donc tout leur ressenti d'artistes sur scène. La musique prendra elle aussi ses quartiers dans l'écrin du Fort Antoine avec des concerts, avec comme idée principale proposer des styles variés et très ouverts pour toucher différents publics et faire vibrer le fort autrement. Donc on a essayé de varier la programmation comme chaque année. Il y a des jeunes, il y a des plus anciens, il y a du jazz, il y a du guitariste virtuose, il y a du quatuor vocal et il y a la musique techno. Temps fort, ça va être Stéphane Escher avec Osomo, qui est un spectacle particulier où on pourra peut-être danser sur la piste du Fort Antoine. Thibaut Covin, qui vient de faire l'Opéra de Paris et qu'on accueille au Fort Antoine une semaine après. Et puis les découvertes, c'est Dominique Fils-Aimé pour le jazz et le quatuor vocal Aboka Chiusa qui va chanter a cappella, donc sans instrument de musique, mais ce sont des choristes classiques qui vont reprendre des titres contemporains. Hier soir, de jeunes talents monégasques ont également marqué la soirée. Le groupe Exotiti a clôturé la présentation sous un ciel lumineux dans l'atmosphère unique du site. Et le 16 juillet prochain, retenez bien la date, dans le cadre de la programmation jeunesse hors Fort Antoine, le public pourra retrouver la chanteuse à la voix unique Stiletto. Une saison estivale qui s'annonce une nouvelle fois riche et prometteuse dans ce lieu emblématique de la Principauté. Les représentations sont accessibles sur réservation, gratuite mais obligatoire, car en cas d'empêchement, il est simplement demandé de bien penser à libérer sa place afin d'en faire profiter le plus grand nombre. Clap de fin pour la 12e édition du concours Océano pour tous. Les élèves lauréats pour cette année 2026 viennent de vivre une expérience unique en Principauté autour de la sauvegarde de l'océan. Une conclusion idéale pour ce projet pédagogique qui rencontre chaque année un franc succès. Alexandra Pani et Thomas Deus les ont suivis sur cette dernière étape. Reportage. Sensibiliser les citoyens de demain à la nécessité de protéger l'océan. Et pour cela, quoi de mieux qu'un projet scolaire collectif dont les élèves sont les acteurs principaux. Depuis 2014, le concours Océano pour tous offre un accès et un accompagnement à plus de 1000 jeunes et leurs enseignants à la découverte du monde marin. Depuis 4 ans maintenant, Estelle Lefébure apporte son soutien à ce concours en tant que marraine. J'adore découvrir les élèves, les voir en vrai, parce que c'est vrai que jusque-là, on a vu leurs projets, les films, et on a délibéré avec les jurés. Mais je trouve que de les voir en vrai, de pouvoir leur poser des questions, voir aussi la façon dont ils appréhendent aussi leur journée, et je trouve ça génial. 37 classes étaient inscrites cette année, 12 classes de primaire et collège ont été récompensées pour le volet France et Monaco et 5 classes du volet mer Méditerranée, une ouverture à des pays du pourtour méditerranéen lancée l'an dernier.
Les rencontres Océano pour tous leur ont permis sur 2 jours de se rencontrer et d'échanger, mais aussi de participer à des activités ludiques pour le plus grand plaisir des enfants. Ce mardi, ils ont pu participer à une sortie en mer d'observation et une randonnée palmée. Plonger avec des bouteilles, j'ai plongé avec des bouteilles. On a plongé aussi avec les masques, les tubas, c'était trop bien. Qu'est-ce que tu as pu voir ? Plein de poissons, j'ai vu des barracudas aussi, vers là-bas. Des oursins, des algues, des cailloux, des rochers. On a gagné le prix de l'originalité grâce à la vidéo qu'on a fait avec un chien appelé Archie, la mascotte, et on lui a mis un déguisement de dauphin, quoi. Alors on a gagné le prix de l'originalité. L'objectif du projet est de permettre aux élèves et à leurs enseignants de travailler sur un projet dédié à la compréhension et à la préservation de l'océan, mené avec le soutien actif de l'équipe éducation et animation de l'Institut océanographique. Un véritable exercice bénéfique pour les élèves selon leurs professeurs. Activité incroyable, le groupe est allé faire du whale watching, donc vraiment voir la beauté des mers et des océans, voir la beauté de la biodiversité, donc mettre des images mais du réel derrière ce qu'ils auraient pu voir uniquement dans les livres, donc ça c'est quelque chose d'ancré dans la réalité, un projet. Et puis cet après-midi, à l'eau. Voilà, donc à l'eau, cette eau qui nous appelle au secours finalement, donc à l'eau, tout le monde en palme, masque et tuba pour aller observer encore cette beauté, puisque c'est aussi en montrant cette beauté qu'on va arriver à la faire mieux connaître et donc à la faire mieux protéger. Ces 2 jours d'échange se sont conclus par la remise des prix aux représentants des classes lauréates. Dans chacune des catégories, une dotation est remise, destinée à accompagner la poursuite de ces actions pédagogiques et de sensibilisation. Après l'environnement, la culture, le sport et bien d'autres, c'est au sujet de la sécurité que s'est intéressé Génération Monaco. Le mouvement politique a réuni nombreux de ses soutiens hier au soir au Novotel pour sa 7e soirée conférence. Le résumé de Sarah Nkari sur les images de Camille Caloni. La sécurité, c'est l'un des principaux atouts de Monaco, mais aussi sécuritaire soit la principauté, le pays reste vulnérable et se doit d'anticiper tous les risques. C'est ce que soutient l'ex-conseiller national Marc Mourou, candidat aux élections nationales de 2028. Qui aurait cru ces derniers mois que, par exemple, Dubaï, les Émirats ou encore le Qatar seraient sous les bombes avec beaucoup de résidents ou de touristes qui seraient amenés à être rapatriés ou à changer de vie. Donc il faut aussi penser à cette question, puisqu'à Monaco, un des facteurs d'attractivité numéro 1, c'est bien évidemment notre sécurité. Pour cette 7e soirée conférence, 5 experts ont été réunis. Parmi eux, José Badia, l'ancien conseiller ministre des Relations extérieures, évoque ce que l'on pourrait redouter, d'après lui, en matière de sécurité. J'écarte d'a priori une annexion de Monaco. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, même Monaco Matin aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai été un peu surpris, mais ça tombait bien. Donc j'écarte ce genre de choses. J'écarte des difficultés entre la France et Monaco, parce que là aussi l'entente est bonne. Par contre, moi j'évoque une possibilité de déstabilisation qui pourrait être induite par l'évolution de la pensée française, pensée politique, et notamment par rapport au débat qu'il va y avoir avant les présidentielles. Parce que la principauté est étroitement liée à la France sur ces sujets. Il faut savoir qu'il y a un partenariat entre la France et Monaco qui a trait en fait à un traité d'amitié franco-monégasque qui a été passé en 2002 et qui quelque part oblige la France à intervenir pour défendre la principauté en cas d'agression armée, que ce soit du territoire monégasque ou de la population, et dans ses différentes composantes, que ce soit sur la composante terrestre, sur la composante maritime, sur la composante aérienne. Et donc ça c'est important de le comprendre au titre de la défense militaire. Et ce que je expliquerai tout à l'heure, c'est que effectivement la défense ne s'arrête pas là. C'est une notion qui englobe un large spectre, puisqu'on parle de défense sur le plan diplomatique, on parle de défense sur le plan sanitaire, on l'a vu dans le cas du Covid, on parle de défense aussi sur le plan technologique. Et donc c'est aussi important de comprendre que ça ratisse très large et qu'il est aussi important pour préparer l'avenir, justement, d'aller plus loin que la simple défense militaire.
Plus de 150 personnes ont assisté aux présentations et aux échanges. Une mobilisation qui ne s'essouffle pas au fil des rendez-vous. Le prochain est programmé à la rentrée, le 23 septembre, pour parler digital et intelligence artificielle. On ouvre une page sport. Le mondial n'a pas encore commencé, que l'on connaît déjà le calendrier de la Ligue 1. Il a été annoncé ce mercredi dans l'après-midi et l'ASM se déplacera pour la première journée du championnat au Havre le 22 août. Premier match à domicile une semaine après, le 29 août, avec la réception de Marseille. Et un gros morceau également pour la troisième journée, le 5 septembre. Monaco se déplacera pour affronter le PSG. Vous pouvez retrouver le calendrier des matchs des Rouges et Blancs sur le site internet de l'ASMFC. Et justement, le maillot de la nouvelle saison à domicile a été dévoilé avec toujours la mythique diagonale à 55 degrés, imaginée par la Princesse Grace. Ce maillot est en vente en ligne et dans les boutiques du club. Voici les réactions recueillies par Vanessa Dessy. Il ressemble à celui de l'année dernière, mais il est très joli. Le col, il est rouge à la place d'être blanc et voilà. Il est très joli. Je trouve que déjà Mizuno, c'est une super marque que je connais bien. Et en plus, c'est vrai que ça correspond bien d'abord aux couleurs de la principauté, la diagonale, et je pense que la qualité doit être au rendez-vous du maillot de cette nouvelle saison. Je trouve qu'il est vraiment très beau, le design est assez clair, les couleurs sont assez basiques comme d'hab, mais ça représente bien Monaco et ses couleurs, et voilà, c'est beau, le col est assez stylé, ça. Il est super beau, et j'ai trop envie de l'avoir. Avec toute ma collection de maillots, il me faut absolument celui-là. J'aime bien le maillot, la symétrie du maillot, le mélange entre le blanc et le rouge. J'aime bien. Il a l'air quand même sympa, c'est cool, il représente bien les couleurs de Monaco et voilà. On espère que Paul Pogba il le portera bien comme il faut. Magnifique, j'adore. Les couleurs de notre drapeau, super. Belle réalisation, félicitations. Allez l'ASM. Le meeting Hercules le 10 juillet prochain donne déjà l'eau à la bouche quand on voit les têtes d'affiche. Jimmy Gressier, Armand Duplantis et Faith Kipyegon ont déjà répondu présents. 12 autres stars viennent d'être annoncées par l'organisation. La championne olympique Julien Alfred sur le 200 mètres. Le 100 mètres masculin verra également la présence du champion du monde en titre Oblique Séville, ainsi que l'américain Jordan Anthony. Le Kenyan Emmanuel Wanyoni, champion olympique du 800 mètres à Paris, est attendu sur le 400 mètres. Côté demi-fond, on retrouve l'Italienne Nadia Battocletti, tout comme le Néo-Zélandais Jordi Benish, champion du monde en titre. Sur le 100 mètres et féminin, entre autres Masai Russell et la Suissesse Ditaji Kambodji, championne du monde à Tokyo. Côté saut à la perche, l'américaine Cathy Moon et sa rivale australienne Nina Kennedy, championne olympique. Elles seront toutes les deux présentes. Enfin, le Suisse Simon Hennamer est également confirmé au saut en longueur. Je le rappelle, le meeting Hercules se tiendra le 10 juillet prochain au Stade Louis II. Ils ont renoué avec la victoire. Les rugbymen de l'équipe de France de rugby à 7 ont remporté ce week-end l'étape internationale du HSBC Seven de Bordeaux face à la Nouvelle-Zélande, devant 60 000 personnes. Il s'agit de la première médaille d'or sur un tournoi mondial depuis les JO de Paris pour cette équipe qui a été renouvelée et au cœur de laquelle Antoine Zegdar, qui est originaire de Monaco, joue un rôle central. Il est notre invité ce soir, interviewé par Patricia Navarro. Bonsoir Antoine Zegdar. Bonsoir. Après cette victoire à Bordeaux, quel sentiment domine ? Le bonheur de gagner à domicile ou la satisfaction de voir le groupe confirmer son potentiel en vue des prochains Jeux ? Je pense à moyen terme, c'est vraiment d'avoir fait une bonne performance qui nous lance pour la qualification des JO l'année prochaine. Voilà, on avait à cœur de gagner un tournoi. On savait qu'on avait le potentiel pour, et malheureusement, ce n'était pas passé auparavant. Donc voilà, là, le travail paye, et le fait d'avoir gagné cette étape, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. En plus, à la maison, c'était des moments incroyables. Et battre des Néo-Zélandais en finale, cela reste toujours un marqueur fort, que ce soit dans le rugby à 15 ou à 7. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous lors de cette rencontre ? Ouais, bien sûr. C'est sûr que les Néo-Zélandais, c'est une très très grosse équipe. Même on a réussi à battre en demi-finale les Sud-Africains qui finissent champions du monde. En quart, les Australiens qui gagnent le précédent tournoi. Donc on fait quand même un très bon tournoi. Et je pense que ce qui a fait la différence, c'était surtout l'état d'esprit qu'on avait, et aussi le fait qu'on soit resté dans nos principes de jeu. À tout moment, on n'en est jamais sorti. Et le fait d'être très froid malgré
resté froid et glacial malgré tout le public qu'il y avait et qui était pour nous. C'était, je pense, ça le challenge et on a réussi à le faire. Et oui, parce qu'effectivement, vous avez joué devant près de 60 000 spectateurs. À quel point ce soutien du public a pesé dans la performance de l'équipe? Et puis, c'est le signe surtout aussi de la popularité grandissante du rugby à 7. Oui, c'est sûr, le rugby à 7, depuis les Jeux Olympiques, ça commence à prendre vraiment beaucoup d'ampleur. On le sent vraiment autour de nous. Donc c'est vraiment génial. Et voilà, dans ce stade de Bordeaux, autour de 60 000 personnes, c'était incroyable de jouer devant nos familles, devant le public français. Voilà, il y avait une telle énergie positive que ça nous a un peu galvanisés pour aller chercher ces derniers efforts qui nous ont apporté les victoires. Oui, parce que cette victoire, c'est la première sur le circuit mondial depuis les Jeux Olympiques, la première marquante. Est-ce qu'elle a une saveur particulière compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis le sacre olympique ? Ouais, du coup, après le sacre olympique, il y a un nouveau cycle qui se crée avec des nouveaux joueurs. Donc là, on sentait qu'on avait vraiment un gros potentiel. On avait fait beaucoup de finales, malheureusement, on n'avait jamais gagné. Et là, le fait de gagner cette finale, ça montre que le travail paye finalement, puisqu'on est allé se la chercher, cette finale quand même. Et voilà, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Il faut que, voilà, maintenant qu'on a réussi à gagner une finale, qu'on continue à être régulier et qu'on en gagne d'autres. L'année prochaine, ça va être une année décisive étant donné que c'est l'année des qualifications des Jeux. Donc voilà, il va falloir continuer à faire de bonnes performances. Et oui, le groupe a beaucoup évolué ces derniers mois. Comment les nouveaux joueurs se sont-ils intégrés et qu'apportent-ils à cette équipe de France ? Vous faites désormais partie des joueurs expérimentés du collectif. Comment abordez-vous ce rôle de cadre auprès de la nouvelle génération ? Ouais, effectivement, moi je suis devenu un peu un vieux, malheureusement. Ouais, vous avez un rôle de cadre finalement maintenant. Ouais, c'est ça. J'ai mon rôle a un peu changé. Je suis devenu un peu plus un leader de cette équipe. Donc voilà, après c'est notre rôle aussi à nous les anciens, les champions olympiques, d'apporter ces jeunes joueurs et de les monter au plus haut niveau et de leur faire comprendre qu'il faut être très rigoureux, il faut travailler dur pour avoir ce qu'on veut. Et voilà, ça s'est totalement bien passé. Et comme je disais, pendant 2 ans, on a travaillé dur. Ça n'a pas toujours été facile. Mais voilà, là, je trouve qu'on commence vraiment à avoir beaucoup de maturité et ça se ressent sur le terrain. Une dernière question, alors question plus personnelle, Antoine Zegdar. Cela a été un choix réfléchi de miser sur l'équipe de France de rugby à 7 et donc de vous focaliser dessus en renonçant à d'autres choix. Qu'est-ce qui a pesé dans la balance ? Alors il y a beaucoup de choses. Après, voilà, moi j'adore ce sport, le rugby à 7. Je trouve que c'est vraiment un sport qui me convient parfaitement et même le rythme de vie qu'on a. C'est vraiment quelque chose que j'adore. J'ai la chance de pouvoir, grâce au rugby à 7, habiter à Monaco et pouvoir m'entraîner et pouvoir vivre de ma passion. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui était très important pour moi, être auprès de ma famille, de mes meilleurs amis. Et voilà, depuis que j'ai fait ce choix, je suis très heureux, je regrette pas du tout. Chaque jour où je me réveille pour aller m'entraîner, c'est un pur plaisir et j'ai toujours dans ma tête l'objectif des Jeux Olympiques et être une nouvelle fois champion olympique. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite et effectivement, cette victoire à Bordeaux montre que c'était le bon choix, une victoire de groupe. Merci Antoine Zegdar d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Et restons dans le sport avec cette compétition organisée au Stade Louis II. Les Jeux athlétiques scolaires ont pour particularité de rassembler de jeunes élèves de CM2 de la Principauté qui se challengent dans différentes disciplines. Un rendez-vous qui se veut à la fois sportif, éducatif et festif, comme vous le dévoilent Émilie Rousseau et Hugo Comassa dans ce reportage. Le Stade Louis II est un lieu propice à la performance, un lieu qui peut aussi inspirer la jeune génération, à l'image de ces élèves de CM2 des établissements de la Principauté qui ont participé aux Jeux athlétiques scolaires. Cet événement organisé depuis plus de 30 ans par la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rassemblé cette année près de 240 enfants autour de plusieurs disciplines. Ils viennent pour faire des épreuves d'athlétisme, donc il y a du lancer, il y a de la longueur et il y a de la vitesse. Et on termine par un relais où les épreuves sont mixtes. Des disciplines qui permettent aux jeunes sportifs de mettre en pratique les compétences travaillées tout au long de l'année avec leurs professeurs d'EPS. On le prépare durant l'année sportive, l'année en EPS, pendant les séances d'EPS.
Chez beaucoup, il y a l'envie de réussir, de briller, mais également de participer, de savoir qu'ils viennent sur le Stade Louis II et sur la piste du Stade Louis II, de savoir qu'il y a autant d'élèves qui vont se retrouver. C'est le souhait, les enfants sont motivés, en tout cas très motivés pour performer, mais également pour participer à ces Jeux athlétiques. Dans les tribunes comme sur la piste, l'ambiance est au rendez-vous. Les élèves encouragent leurs camarades jusqu'au bout de l'effort et laissent pour certains éclater leur joie. Même si tous ne sont pas montés sur le podium, chacun est reparti avec une médaille. L'important c'est de participer et de surtout s'amuser. Même nous on est une petite équipe, mais bon, on est quand même soudés et quand même on est contents, même si on n'était pas sur le podium. C'était formidable, on s'est beaucoup amusé. Et la médaille est magnifique et surtout ce qui compte c'est pas de gagner, c'est de participer. Ça représente quoi pour toi ces jeux? En fait une compétition et aussi de l'amusement. Et le plus important c'est pas de gagner comme l'a dit Liana, mais c'est de participer et de s'amuser. J'aimerais dire un mot pour Valais, qui se soigne bien et qu'il aide bien tout simplement. Car c'est ça aussi les Jeux athlétiques scolaires, la transmission des valeurs du sport, telles que l'esprit collectif, la solidarité, et donc avoir une pensée pour les copains blessés. Tous repartiront grandis de cette compétition de fin d'année avant d'aborder une nouvelle étape à la rentrée, le passage au collège. En bref, le politologue Gilles Kepel a donné une conférence ce mardi au Yacht Club à l'invitation des rencontres littéraires Fabien Boisson. Gilles Kepel a fait un état des lieux du climat mondial avec comme point central le conflit au Moyen-Orient. Les photos de fin de journal de Stéphane Dana sont consacrées aux Jeux athlétiques scolaires dont nous vous avons parlé précédemment dans cette édition. À suivre, la météo de Sarah Nkari. Ce journal est terminé, on se retrouve jeudi pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt, au revoir. Bonsoir à toutes et à tous, pas de grands changements dans le ciel demain, nous conserverons un temps largement ensoleillé avec quelques passages nuageux au cours de la journée. Côté température, on retrouve une minimale de 18 degrés, en revanche l'après-midi, le mercure baissera un peu, 28 contre 30 aujourd'hui, ce sera sans doute plus agréable. Attention toutefois, l'indice UV reste fort, pensez donc à bien vous protéger lors des expositions au soleil. Notez enfin que ce jeudi nous fêterons la Saint-Barnabé et célébrerons la journée internationale du jeu. Ce jour-là, des appels sont lancés au gouvernement pour qu'il respecte le droit de chaque enfant à jouer et de nombreux événements sont organisés à travers le monde. Très belle soirée avec nous sur Monaco Info.